Voilà, un des moments les plus marquants de ces funérailles d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. La chanson My Way, on va revoir les autres images d'émotion, mais aussi très politiques, d'engagement, de militants qui scandent Navalny, qui scandent non à la guerre, qui scandent non à Poutine. Poutine assassin, que s'est-il passé selon vous aujourd'hui, Bernard Kouchner? Un sursaut des Russes, une opposition qui se montre, un courage, d'abord celui de Navalny, une obstination dans le courage extraordinaire, et puis cette foule que l'on n'attendait pas ou qu'on redoutait de la part du gouvernement, de la part de M. Poutine évidemment, et pourtant tout avait été fait pour les décourager et même les menacer. Vous aurez des sanctions, c'est la manifestation interdite. Et puis une foule immense que personne n'a compté, mais qui était très spectaculaire et qui témoignait d'une vraie obstination, enfin d'une détermination formidable. Vous avez été un des théoriciens du tapage. Vous avez dit le tapage en politique, ça compte, que ce soit à l'étranger ou dans un pays. La résistance passe aussi. Quand on entend ici les gens qui applaudissent, quand on voit cette foule où chacun sait qu'il peut se faire reconnaître et évidemment ficher. Bien sûr. Il n'y avait pas de tapage, il y avait une obstination et un courage formidable, un engagement, peut-être pour demain, je ne sais pas. Mais c'était très impressionnant, très impressionnant. Et il n'y avait pas, comment dirais-je, le parcours de la foule était déterminé et silencieux à la fois, silencieuse. J'ai trouvé ça très émouvant, bien sûr, la maman et le cadavre de Navalny. Et est-ce que vous croyez que peu à peu, ça fonctionne? Il faut rappeler, dans l'histoire des opposants, beaucoup sont morts et parfois les sceptiques disent ils meurent pour rien. En réalité, les Sakharov, les Solzhenitsyn, etc., un jour, ça aboutit à quelque chose. Oui, j'avais dit Sakharov, comparable, c'est pas pareil parce qu'il y avait ce militantisme permanent et mondial et scientifique de Sakharov, mais oui, ça a changé. Je me souviens d'ailleurs que le nom de Sakharov avait été présenté par François Mitterrand à Moscou. Et Navalny, finalement, il était tellement sympathique. On ne le prenait pas tellement au sérieux politiquement, si ça veut dire quelque chose. Mais là, je crois que c'est une date. Il y avait non à la guerre. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que ça aura un lendemain? J'en sais rien. Il y a tellement de gens qui n'ont rien fait et dont les fils sont partis. Mais là, c'est à Moscou, c'est autre chose. Vous rappelez ce moment Mitterrand dans les années 80 qui, au Kremlin, mentionne le nom de Sakharov. Et il y a un moment de sidération de tous les vieux dignitaires du Kremlin qui entendent ça. Cette fois, c'est le nom de Navalny qui est scandé et c'est la présence des ambassadeurs. Ambassadeurs de France, oui, d'Allemagne, des États-Unis, de Pologne. Les Occidentaux veulent montrer qu'ils vont de plus en plus loin dans le défi politique à Poutine. Oui, c'est pourquoi il faut se montrer ferme. C'est une démonstration, encore une fois, de fermeté silencieuse, mais de ferveur aussi. L'opposition, ça existe et ça peut se manifester sans fracas, sans bataille, etc. Enfin, bataille permanente, politique, intellectuelle et sentimentale. Il éveillait Navalny, Alexeï Navalny, un sentiment de proximité avec les gens qui était formidable. C'était un politique, n'est-ce pas? On rappelait ici, il ne s'agit jamais de cacher les choses. Il a été aussi passablement xénophobe, oui, nationaliste, vu des Occidentaux d'Europe de l'Ouest, souvent c'est... Oui. On se méfiait de lui, voilà, un petit peu. Mais fibre populaire très puissante, courage immense, vous le rappeliez, là on voit les ambassadeurs, et surtout cette communication avec une partie des Russes. Oui. Courage de sa part, obstination, ce retour dans ce pays qui l'avait déjà empoisonné. Quel homme. Oui, ça, c'est vraiment le courage. Politiquement, on n'avait pas de proximité avec lui. Je parle des Occidentaux. Nous n'avions pas cette proximité qu'on avait avec un engagement politique qu'on aurait compris. Mais apparemment, en Russie, ça signifiait quelque chose. On voit ici ces ambassadeurs. Quel effet est-ce que ça a, selon vous? On le rappelle, oui, voilà, pendant Tiananmen, les ambassadeurs ont tenté de marquer
le soutien aux étudiants. Sous l'Union soviétique, on a tenté d'agir aussi. Sous l'apartheid, la France a été très active. Ça marche pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut toujours essayer. Ça finit par marcher. Là, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça... Je ne pense pas. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose comment dirais-je, de populaire. Là, ce sont des gens déterminés, des Russes conscients de ce que représentait Navalny. Je ne sais pas si à l'échelle du pays, ce sera comme ça. Les dirigeants occidentaux, que ce soit un tournant. Les dirigeants occidentaux réagissent. Emmanuel Macron salue le courage des Russes. Olaf Scholz dit la même chose. On verra plus tard que sur beaucoup de choses, ils ne sont pas d'accord. Et notamment sur des points que vous avez mentionnés, qui est l'engagement éventuel de troupes au sol. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a une unanimité. On voit à quel point, en Occident, la mort de Navalny a changé, ou en tout cas a accéléré une prise de conscience. Oui. Et encore une fois, parce que ça n'était pas politique, au sens où les Russes se méfient bien sûr de la politique par la représentation qu'ils en ont, et par le pouvoir de Poutine depuis 20 ans, 25 d'ailleurs, presque. Là, il y avait cette comment dirais-je, cette sincérité de Navalny que nous-mêmes, pour les raisons que vous avez dites, son engagement, la Géorgie, etc., c'était pas clair pour nous. Nous avons besoin d'étiquettes. Mais il y avait quelque chose que les Russes comprennent bien, ce sont les sentiments. Et il avait un sentiment formidable comment dirais-je, d'expression de la liberté, de l'engagement formidable. Comment est-ce que vous comprenez le calcul du Kremlin de laisser, en partie, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est comme une soupape, n'est-ce pas, où on laisse certaines manifestations, ce qui n'empêche pas de ficher les gens au passage, mais on laisse certaines manifestations. Ils ont autorisé de fait ces funérailles. Pourquoi, selon vous? Quel est leur calcul? Je ne crois pas que ce soit des gens très intelligents, ce sont des gens brutaux, avec un raisonnement très simple. Le pouvoir, c'est ça, et il faut obéir, et ils ont prouvé qu'ils savaient tuer pour ça. Je pense qu'ils n'avaient pas senti, ils s'en méfiaient terriblement. Poutine montrait de la méfiance en permanence, et d'ailleurs aussi un peu, comment dirais-je, d'angoisse ou de peur, certainement. Là, ils n'avaient pas vu que les gens aimaient et qu'il y avait probablement un sentiment de la nécessité d'une opposition. Je ne peux pas dire politique, ils ne voulaient pas faire la guerre, mais ils n'avaient pas protesté. Ce que nous constations, nous, mais il n'y a pas d'opposition à cette guerre, très peu. Là, il y en avait. Donc c'était des gens très bien et très courageux. Ils sont encore là. C'est Navalny qui les a éveillés, c'est lui qui les a fait bouger. Avec comment dirais-je, cet engagement sentimental qu'il manifestait, ce courage permanent qu'il avait. Et vous avez vu, il correspondait avec Sharansky, je crois. Enfin bon, il disait, cette vie quotidienne qu'on me fait mener, il avait cette apparence d'engagement et de ferveur bouleversant, mais il en bavait. Ils ont tué ce type. Ils ont tué ce type devant nous, comme l'engagement pour l'Ukraine n'a pas provoqué beaucoup de réactions, sauf maintenant des réactions si on évoque la guerre. Nous allons en parler. Oui, De ce point de vue-là, est-ce qu'on vit un moment similaire? Vous rappelez, avec raison, que la 2014, occupation de la Crimée, les Occidentaux ont réagi assez faiblement. Mais l'autre invasion, 2022, tout de même si on peut en discuter, il y a eu quand même une réaction de l'Occident. Est-ce qu'il se passe là, dans l'ordre de la répression, quelque chose de semblable avec Navalny? Oui, mais qu'on n'avait pas voulu voir avec la Géorgie, parce que la Géorgie, c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Oui, c'était 2014, il a fallu... etc. Nous n'avions pas... Après tout, c'était leurs affaires, et on se demandait s'il n'avait pas droit de répression, ce monsieur Poutine. On ne se souvenait pas que tous ces pays avaient été libérés par Yeltsin, quand d'une certaine façon... Et c'est lui qui avait permis le référendum en Ukraine, etc. Ce sont les Russes eux-mêmes qui avaient réagi. Le panache, Bernard Kouchner, vous êtes de ceux qui ont, parfois d'ailleurs ça vous a été reproché, dit ça compte aussi. Quand vous allez avec François Mitterrand à Sarajevo, acte de panache. Le panache de Navalny... c'est un acte de panache pour Mitterrand, quand même. Oui. Le panache compte. Et le fait que Navalny ait eu cette espèce de courage, même par moments très bravache, de défier une prise de risque énorme, ça reste. Vous avez raison. Vous avez bien fait d'employer ce mot. Et c'est le mot de la fin de Cyrano de Bergerac.
le panache. Vous avez raison. Il avait du panache, Navalny. Et il l'avait, comment dirais-je, à l'échelle quotidienne et humaine. Il n'avait pas de grandes démonstrations. Il était persistant dans son courage. Il était solide. Et nous ne l'avions pas vu assez, nous ne l'avons pas soutenu assez. Qu'est-ce qu'on se trompe? Alors, on s'est trompé. Évidemment, c'est commode de penser qu'on n'aura jamais la guerre et qu'il n'y a pas d'opposition et qu'on n'a pas d'ennemis, qu'on est si gentil et qu'on est au milieu de tout le monde. C'est pas vrai. Écoutez quelques-uns des slogans qui étaient scandés. On le disait, Poutine assassin, non à la guerre et évidemment le nom de Navalny. Bernard Kouchner. Non, je dis, ce sont des belles gens. On a de l'amour pour cette foule. Hein. C'est toujours intéressant d'observer une foule, beaucoup de gens jeunes. Il y a certains opposants qui rassemblaient seulement des intellectuels dans certains milieux. Là, visiblement, c'est un milieu populaire, beaucoup de jeunes. Il y a une pénétration populaire de ce mouvement. C'est un engagement d'amour pour lui. Comment ils ont tué celui-là, et ils en ont tué d'autres. Oui, je dis l'entourage, mais en dehors de la brutalité, ils ont fait quelle preuve d'intelligence politique? Oui, au début, quand on était bien avec M. Poutine, il nous semblait sympathique, il était invité en France, il allait à Brégançon, etc. Il y avait déjà eu, entre-temps, il faut le dire, quelques assassinats, quelques empoisonnements. Mais il y avait eu la Géorgie, oui, les Géorgiens. Et moi, j'ai suivi ça, j'étais là-bas. C'était évident qu'il y avait cette brutalité sous-jacente permanente. Et ils n'étaient pas convaincants. Ils étaient violents. Ils le sont encore. L'escalade, on verra jusqu'où elle va dans la prise de conscience. Mais il y a ce soir une escalade très forte des puissances en matière militaire et en matière atomique. Regardons d'abord ce que disent les États-Unis. Par la voix de Lloyd Austin, ils ont rarement été aussi loin dans le fait que le conflit d'Ukraine pourrait devenir un conflit généralisé. Si l'Ukraine tombe, je crois que l'OTAN combattra la Russie. C'est Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, qui le dit. Oui. Pourquoi est-il si important que nous apportions notre soutien à l'Ukraine dans 3 ans, dans 5 ans? Si l'Ukraine tombe aux mains de Poutine, quel est l'avenir pour nous tous? Je vous remercie et merci pour votre soutien. Si l'Ukraine tombe à nouveau, Poutine ne s'arrêtera pas là. Il continuera à aller de l'avant et attaquer les territoires souverains de ses voisins. Si vous êtes un État balte, vous êtes donc vraiment inquiet de savoir qui sera le prochain sur la liste? Ils connaissent donc Poutine, ils savent de quoi ils parlent. Et très franchement, si l'Ukraine tombe, je crois vraiment que l'OTAN combattra la Russie. Voilà, la phrase qui résonne ce soir sur la terre entière, si l'Ukraine tombe, je crois vraiment que l'OTAN combattra la Russie. C'est difficile. Si l'Ukraine tombe, d'abord, je pense que l'Ukraine ne tombera pas. Même si elle est battue, et même s'il y a des avancées de l'armée russe, je crois que l'Ukraine ne tombera pas. Et oui, alors, je ne dis pas qu'on va faire la guerre, je ne dis pas que nous nous engageons tout de suite, maintenant, mais nous devons nous y préparer. Préparer à être ferme, préparer civis pacem parabellum. Oui. C'est-à-dire, préparons notre défense pour ne pas s'en servir. La vieille maxime
Romaine, si tu veux la paix, prépare la guerre. Que je viens vous dire avec un accent latin. Bien sûr, votre latin est impeccable, Bernard, bien sûr, depuis le collège, on le sait bien. Mais sérieusement, pour vous, c'est ce moment-là qu'il faut cultiver. Non, moi j'étais partisan d'une défense européenne depuis très longtemps. Et il y a eu en France des gens qui... Enfin, la gauche a été divisée, etc., etc. Mais c'est quand même un certain... Une nécessité absolue, nous le savons. Alors maintenant, on a perdu beaucoup de temps. J'espère que nous allons nous y engager. Mais la période n'a jamais été aussi tendue. Et la confrontation aussi violente. Ce que j'ai entendu de M. Poutine, comme d'habitude, il parle du nucléaire, pas pour s'en servir tout de suite, pas du tout. Mais enfin, il nous menace, il nous rappelle que nous sommes à la merci de... Mais nous savons aussi ça, nous savons aussi une puissance. Il va même plus loin dans la menace puisqu'il dit très exactement que le degré de danger a augmenté. C'est une sorte de réponse prétendue à ce que disent les Occidentaux, notamment Emmanuel Macron, et il dit que le danger nucléaire augmente de ce fait. Pour vous, quelle est la part de bluff et quelle est la part de risque réel qu'il faut entrer dans l'équation ? Il y a un énorme bluff et un énorme risque réel, les deux. Mais nous n'avons pas les 4000 têtes nucléaires, ou je ne sais combien, de la Russie et des États-Unis, avec beaucoup plus d'ailleurs de sophistication. Mais nous avons de quoi, et on ne va pas le faire. Je ne suis pas en train de dire que nous allons faire la guerre, non. Mais il faut qu'il sache, M. Poutine, que nous avons de quoi détruire Moscou, nous, les Français. Alors, c'est une menace terrible, mais c'est une menace aussi qui est volatile. Elle s'emploie, cette menace, elle se projette, mais elle n'entraîne pas la guerre, elle entraîne théoriquement la paix, elle entraîne la responsabilité de chacun et protège d'une certaine façon. C'est comme ça que la dissuasion nucléaire, on appelait dissuasion, bien entendu. Les Occidentaux sont en ordre dispersé. On va entendre plus tard dans l'émission Olaf Scholz. Voilà. Il y a la position du président de la République, claire, qui dit il n'est pas exclu. Il fait partie. Il n'a pas dit qu'il fallait des troupes au sol maintenant. Il dit ça fait partie des possibles. Voilà. Et on a des gens comme les Américains, les Allemands surtout, qui sont précipités pour dire non, jamais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous approuvez ici le président de la République ? J'approuve le président de la République. Peut-être aurait-il dû enrober un peu cette déclaration. C'est pas pour faire la guerre. Nous sommes pas en train de menacer Moscou. C'est pas vrai. Nous avons à construire. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'est pour ça qu'il avait fait cette réunion de lundi, qui était une excellente initiative. Alors la réunion de lundi, parler avec tous les pays, ou presque tous les pays européens, c'était une menace. Était-ce une menace ? Non. C'est une réalité, il nous faut une défense. Regardez, qu'est-ce qui va se passer avec les Américains ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe si M. Trump est élu ? On n'en sait rien. Vous êtes allé plus loin, puisque sur ce plateau, ça a provoqué une avalanche de réactions. Sur ce plateau, vous avez dit que vous considériez qu'il fallait examiner la possibilité de troupes au sol. Bien sûr. Il faut quand même que M. Poutine et que les Russes sachent que nous avons aussi cette volonté de résistance. Nous ne sommes pas seulement des bisounours avec une petite armée, non, nous sommes en train d'y travailler. C'est pour ça que cette réunion de lundi était nécessaire, mais il faudra des années, je ne dis pas que ça va se faire demain. Que dites-vous aux détracteurs ? Il faut toujours écouter, penser contre, comme disait l'autre. Alors, ceux qui disent, voilà, Kouchner va en guerre, Kouchner, le sang veut faire couler le sang. J'ai passé ma vie dans la peur à chercher la paix. Enfin, comment ça va en guerre ? Va en guerre eux-mêmes. Va donc en guerre un peu, parce qu'on t'y obligera, je connais. Oh là là, il ne faut pas faire la guerre. Oui, et quand on y est obligé. Vous savez, ça s'appelle Munich, l'esprit munichois. Alors je ne dis pas que c'est la même chose maintenant, pas du tout. Mais enfin, qu'on ne fasse pas... Nous ne sommes pas en train de provoquer la Russie. Est-ce que ce traumatisme existe encore ? Nous sommes en train de dire... Pardon d'insister. Nous sommes en train de dire à l'Europe, c'est maintenant qu'il faut se montrer. C'est maintenant qu'ensemble, nous devons construire quelque chose. Même... Dans la pire des hypothèses, il y aurait un embrasement de l'Europe. Il faut le faire. Pour ne pas avoir à l'affronter, il faut le faire. Quand on lit les mémoires de De Gaulle, il y a ce moment incroyable, il va voir Blum, par exemple, qu'il estime par d'autres côtés, mais Blum, il répond au téléphone, il n'est pas... Il ne mesure pas à quel point il faudrait réarmer plus vite, plus fort.
Il faut une défense européenne. De notre côté, nous y étions prêts. Enfin, nous étions prêts à participer, à discuter, à construire. Mais maintenant, je pense que la position des Allemands après la réunion de Paris, c'était de dire, mais non, là, on va pas... Bah oui, je comprends que les Allemands soient un tout petit peu... Comment dirais-je, ne sois pas très allant. On va reparler des Allemands, mais Bernard Kouchner, serrons de plus près cette question, parce que c'est une question vraiment grave, on ne peut pas l'agiter comme ça, sans aller. Quand vous dites des troupes au sol, par exemple, on voit que... Moi, j'ai pas dit des troupes au sol. Vous avez dit que vous étiez favorable à ce qu'on examine la chose. Oui, qu'on soit préparé à avoir besoin de nous et à le faire, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe avec la formation ? Nous formons des pilotes, nous formons des troupes. Alors précisez justement le pas de plus, et d'ailleurs c'est Scholz lui-même qui a en quelque sorte vendu la mèche, même si ce n'est pas un secret, en disant que déjà, notamment par exemple les Anglais sont présents sur place. Est-ce qu'on peut aller plus loin là ? Est-ce qu'il y a une marge pour plus de forces spéciales par exemple ? Non, je ne crois pas qu'on en soit là. Mais j'en sais rien, c'est pas moi qui déciderai. Mais je pense que nos militaires préparent toutes les hypothèses. C'est leur métier de le faire et c'est la nécessité de le faire plus encore maintenant. Ce qu'il faut, c'est que tous les Européens, le plus possible, soient d'accord pour construire. C'est un appareil difficile, on ne fait pas une armée européenne. On ne va pas défiler au pas avec les Allemands, non. Pas du tout. Il faut vraiment prévoir ce qui va se passer du côté de Poutine, du côté des Russes. Est-ce que nous allons laisser mourir l'Ukraine ? Est-ce qu'on a sous-estimé, selon vous, la volonté de reconquête de Poutine ? Beaucoup ici en Occident considéraient qu'il voulait retrouver les marches de son empire, et puis voilà. Oui, je crois. Est-ce qu'il veut aller plus loin que ça ? Je n'annonce pas la guerre, je dis qu'il faut se préparer pour ne pas la faire. C'est pas pareil. Bon, bien sûr qu'il y a une volonté... Il ne cesse de nous provoquer. Là, il nomme la France. Bon. Peut-être que la situation, quand même, doit être considérée sérieusement. Regardez ou écoutez plutôt ce qui se dit à la télévision russe. Quand vous dites que parfois on sous-estimait le danger, il y a quelques mois, on présentait cela parfois comme de l'agitation de cirque médiatique. C'est plus que ça, puisque derrière, effectivement, les menaces concrètes suivent. Écoutez Soloviev, le propagandiste à Moscou. Macron, конечно, феноменальный кретин. Voilà ce qu'il s'est passé. Macron est un crétin phénoménal. Il a tout simplement perdu la tête. Il a évoqué l'envoi de troupes européennes en Ukraine. Choisissez. Quelle ville française êtes-vous prêt à épargner ? Quelle ville voulez-vous brûler en premier ? Quelle ville française voulez-vous enflammer en premier ? Avec ce genre d'hommes politiques internationaux, il faut comprendre, ils vont brûler l'Europe. Il y aura une guerre nucléaire. La France sera détruite. L'Allemagne l'a compris et s'est mise à l'écart. Olaf Scholz a dit ouvertement « Ne m'entraînez pas là-dedans. En aucune circonstance, je ne livrerai des missiles taurus. Je veux vraiment vivre. » Macron ne veut pas vivre. Il ne veut vraiment pas. Bernard Kouchner, est-ce qu'il faut prendre plus au sérieux qu'on ne le pensait cette machine de propagande qui, comme vous le dites, nous menace ? Il faut prendre la menace au sérieux. Ça ne veut pas dire que... C'est d'ailleurs pas ce que le président de la République française a voulu dire. Il a dit, on ne va pas dire, après ce discours belliqueux, pardon, on ne va pas dire aux gens, mais, ne vous inquiétez pas, nous, on n'enverra jamais nos soldats. Enfin, c'est ridicule. On prévient l'ennemi. Vous inquiétez pas, on vous fera pas mal. Enfin, c'est ridicule. Bon, c'est une position très dangereuse et très caricaturale. Je vous ramenais... dites donc, vous allez pas. Vous voulez faire la guerre, moi, je veux la paix. Je vous ramenais à Mitterrand tout à l'heure, mais la fameuse formule de Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est, était exactement ça. C'était exactement ça. Et il l'a dit alors que personne n'attendait cet engagement précis. Et comme d'ailleurs... Finalement, le général de Gaulle l'aurait fait. Parce que c'est bien joli de préférer la paix. Moi aussi, je préfère la paix. Puis alors, dis donc, quand j'entends... Moi, je suis un va-t-en-guerre, mais je voudrais bien voulu voir tous ces braves gens. Je n'ai pas cessé de faire la guerre à la guerre, mais sur le terrain, pas dans les salons. L'Allemagne, vous le disiez tout à l'heure, l'Allemagne
fait entendre une tonalité complètement différente. Le chancelier Scholz, il faut rappeler ce qu'il a fait ces derniers jours. 2 fois, il a rappelé, d'abord en tweet, puis ensuite par un discours plus solennel, qu'il ne voulait pas que des troupes de l'OTAN soient engagées sur le terrain. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Émission à la télévision allemande hier, c'est à Dresde, ce qui n'est pas indifférent. Il est à Dresde, il répond à des citoyens allemands et on lui propose l'autocollant des diplomates plutôt que des grenades. Et écoutez comment il réagit. Peut-être que vous devriez donner ça à votre ministre des Affaires étrangères. Et j'aimerais bien que vous le lisiez aussi. Je pense que ce ne serait pas mal. Non, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Oui, des diplomates plutôt que des grenades. C'est la phrase qu'on voudrait tous ensemble scander à l'égard du Kremlin et de Moscou. Bernard Kouchner, ce moment-là est très révélateur, n'est-ce pas? On ne sait pas très bien s'il renvoie la balle à Poutine ou s'il le dit pour lui-même, c'est-à-dire, parlons. Pourquoi il ne dit pas aux Russes? Nous ne faisons pas la guerre et nous ne menaçons personne. Mais l'Allemagne s'est engagée pour l'aide à l'Ukraine beaucoup plus que nous encore. Donc c'est comme ça, on ne va pas les laisser tomber maintenant en disant « mais dites donc, on a peur » parce qu'il a parlé encore une fois de l'arme atomique. C'est tout à fait contradictoire. Je crois que c'est à usage interne parce qu'en Allemagne, ce n'est pas si simple. Est-ce que le traumatisme de la guerre explique une partie de ça? On est à Dresde, c'est la ville où les Alliés ont commis, il faut dire les choses, un crime de guerre. Churchill et les autres ont commis... Est-ce qu'il le fallait? Autre débat, mais ils ont bombardé en bombe incendiaire Dresde, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Oui. Pour les Allemands... Hiroshima, c'était pour arrêter la guerre. Bon, attendons pas qu'elle se déclare. Il faut vraiment... Enfin, je ne sais pas, je connais mal M. Scholz, mais je pense qu'il n'est pas sincère. Je pense qu'il caricature la position de la France. Et que je suis très content qu'il ait participé à la réunion des pays européens sur la défense. Lui-même, je comprends sa généalogie, la généalogie de sa pensée allemande. C'est pas n'importe quoi. Bon, mais allons donc dire aux Russes qu'il ne faut pas qu'ils nous parlent comme ça. Parce que là, c'est pas la France qu'ils menacent. Est-ce que vous comprenez pourtant la peur de la guerre? Propos qui m'a été rapporté par un dirigeant européen qui était là. Il l'a vu et entendu de ses yeux. Scholz, lundi, à la réunion des chefs d'État, qui dit « Je ne veux pas faire comme Guillaume II », c'est-à-dire « Je ne veux pas être le pays agresseur de la Première Guerre mondiale », ce traumatisme allemand. Mais je comprends, il y a une généalogie de sa pensée, je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, moi non plus je ne veux pas la guerre, c'est pas parce que je dis qu'il faut se préparer, c'est parce que je veux dire il est nécessaire, il serait complètement, comment dirais-je, ce serait une trahison de la pensée que de ne pas être prêt à défendre son pays, en réalité, à défendre son pays à travers l'Europe, avec les autres. Mais défendre, encore une fois, je ne pense pas qu'une attaque des Russes, je ne pense pas ça. Quel est le pas de plus? Scholz dit « Moi, je ne veux pas donner les Taurus, les missiles Taurus, parce que, dit-il, ils pourraient atteindre Moscou ». Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il faudrait donner, y compris des missiles à très longue portée? C'est facile de dire ça quand on ne les reçoit pas soi-même sur la tête. Mais nous avons décidé, très justement, d'aider l'Ukraine à se défendre. L'Ukraine qui, théoriquement, est un pays indépendant depuis une trentaine d'années. Bon. Je pense que ça entraîne une réflexion de notre part, réflexion nécessaire pour l'avenir, c'est-à-dire, nous ne voulons pas que ça nous arrive. Or, tout le monde maintenant, Monsieur Rochebin, il y a 2 ans, on ne disait pas que la Russie pouvait être un danger pour nous. C'est-à-dire qu'il pouvait aller plus loin dans l'invasion. Maintenant, on le dit. Donc, c'est quand même un signe supplémentaire. Encore une fois, c'est pour ne pas faire la guerre qu'on doit être prêt de la faire. Bernard Kouchner, que celles et à ceux qui nous écoutent restent avec nous. Voyons les images qui marquent la soirée. Nous en recevons d'autres, on va les découvrir et les commenter. Les funérailles de Navalny, dont vous avez parlé précédemment. Regardez la réaction du président de la République. Il a tweeté évidemment ce qui est révélateur en russe, puis en français, pour dire l'admiration qu'il a pour
le courage des Russes. Il en fallait du courage pour aller rendre hommage à Alexeï Navalny. Des milliers de Russes n'en ont pas manqué. Son héritage est là, mémoire éternelle. Un mot là-dessus, rarement peut-être un président de la République française a été si loin dans le soutien à un opposant au pouvoir à Moscou. Oui, quand on voit le rang de notre soutien, on ne dit pas ça. Mais pour la France, c'est bien, mais elle peut faire mieux. Elle doit être avec eux. On doit comprendre sentimentalement, politiquement, si ça veut encore dire quelque chose, qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de l'Europe, ils sont européens. Est-ce que l'Europe les défendra ? Les défendra, pas en faisant la guerre, mais en étant prêt à dire nous existons aussi. Ne nous traitez pas comme ça.